Bonjour chers auditeurs, bonjour Nicole Debris. Bonjour Anne Brassier. Je suis très contente de vous recevoir ce matin pour ce très beau livre, extrêmement fort, Quand la mort est en colère, l'enjeu esthétique des pamphlets céliniens, que vous publiez chez vous, puisque dans ce monde de l'édition, la liberté va en se rétrécissant. On se demande jusqu'à quel degré elle va se réduire. C'est édition Nicole Debris, 23 rue du Cherche-Midi dans le 6e. Préalablement, petites annonces, comme d'habitude, les rencontres culturelles de Paul Biller, le lundi 13 avril, donc le lundi de Pâques, Eugène Delacroix, l'homme, le peintre, le penseur. Rendez-vous à 14h45 au café La Championne, 21 boulevard de Bonne-Nouvelle, métro Bonne-Nouvelle. Et puis samedi 18 avril, Saint-Germain-des-Prés et son glorieux passé. Rendez-vous à 14h45 à l'entrée de l'église, 3 place Saint-Germain-des-Prés. Je vous signale aussi une signature importante, c'est celle de Georges Dillinger qui signera son livre « Le politiquement correct, d'un christianisme calciné à un individualisme déchaîné », le 18 avril 1998 à 15h en la librairie Saint-Nicolas, 6 rue du Petit Pont, dans le 5e. Monsieur Dillinger est un essayiste extrêmement percutant et informé, et tout ce qu'il fait est toujours bien précis et bien percutant. Et puis, une invitation à une galerie de tableaux pour voir l'œuvre de Michel Rip à Versailles, Galerie du Soleil Bleu, 8 rue du Général Leclerc, 78 000 Versailles. Ce peintre nous offre des aquarelles et des peintures à l'huile. Et ces peintures, dans ces aquarelles, il y a des petits tableaux de Venise qui ont fait mon bonheur. Voilà, c'est Galerie du Soleil Bleu, 8 rue du Général Leclerc, à Versailles, Michel Rip. Et puis, dernière nouvelle, pour votre week-end de Pâques ou pour les vacances scolaires, pour ceux qui partiraient, le dernier inédit de Vincenot est paru, le dernier inédit en date, puisque sa fille Claudine nous avait dit qu'il y en avait encore beaucoup. Du côté des Bordes, ce livre vient de sortir chez Anne Carrière, donc vous allez le trouver en librairie. Henri Vincenot, du côté des Bordes, chez Anne Carrière. Voilà qui me paraît augurer encore d'un très bon livre. Mais revenons à Céline, Quand la mort est en colère, avec Nicole Debris. Je dois dire que ce livre que nous traitons ce matin fait parfaitement suite au livre que nous avons traité jeudi dernier, groupe de noyaux réducteurs et groupe de pression, parce que c'est encore un exemple. L'exemple la semaine dernière était sociologique, aujourd'hui il est littéraire. C'est encore un exemple de manipulation en littérature. Quelle est cette manipulation, Nicole Debris? Peut-être avant, vais-je vous présenter, les auditeurs vous connaissent bien puisque vous avez été reçu chez Serge de Beketch. Vous avez écrit chez Maliarakis. Vous avez écrit Monterland, l'art et l'amour, avec une préface d'Henri de Monterland aux éditions Vite, et ça a été réédité au Trident. Vous avez écrit un Céline avec une préface de Marcel Aimé, toujours aux éditions Vite, et avec une réédition, toujours épuisée. On le trouve à Chiré. On le trouve à Chiré. Et Céline et l'agité du trou de balle. Là chez vous, l'agité du trou de balle, pour ceux qui ne le sauraient pas, étant Almeras. Monsieur Almeras. Et il était... le titre m'était inspiré par une citation de Bernanos. De Bernanos, oui. Il était une fois Céline aux éditions Aubier. Et puis, il y a toute une autre partie de vous-même qui est poète et qui écrit de très beaux poèmes. Un jour, je les lirai à l'antenne et j'en partagerai le bonheur avec les auditeurs. Alors,
Euh, donc, quand la mort est en colère, l'enjeu esthétique des pamphlets céliniens, je disais donc que il y avait eu manipulation en face de ces 8 pamphlets. Quelle est cette manipulation, Nicole Debris? Oui, comme je pratique la lecture de Céline depuis un bon moment, depuis l'âge de 15 ans et j'en ai 70, bien sonné, j'étais amenée à considérer que l'on avait isolé artificiellement 3 pamphlets de Céline qui comportaient des insultes contre les Juifs, mais tout autant des insultes contre les Français d'ailleurs. Oui. Ils sont aussi bien partagés, c'est généreusement, oui. Et que cette pratique, cette façon de mettre la loupe sur ces 3 ouvrages était une manœuvre politique, comme le reconnaissait Céline dès 1932, qui disait que le racisme est un truc à élection. Dans une lettre à Albert Thibaudet, il exprime ce jugement en disant que le tourment esthétique n'est même plus mesurable et que le racisme est simplement un truc à élection. Jugement d'une actualité qui se passe de commentaires. Absolument. Absolument. À chaque fois qu'il y a une élection, on brandit le guignol et ça marche et ça... Et j'ai donc été amenée à voir que la cohérence, la vraie cohérence des pamphlets céliniens ne résidait pas dans son racisme ou dans son antisémitisme, comme veulent beaucoup d'ennemis de Céline, mais dans la revendication d'une liberté d'intuition poétique contre toute idéologie, absolument toute idéologie, qu'elle soit de droite ou de gauche. Et par conséquent, j'ai lu les différents pamphlets de Céline, les 8 pamphlets dans ce sens-là, c'est-à-dire Semmelweis, qui est sa thèse de médecine, Hommage à Zola, qu'il prononce très peu de temps après la publication de Voyage au bout de la nuit, Mea culpa, qu'il écrit en revenant du RSS, Bagatelle pour un massacre en 1937, L'école des cadavres en 1938, Les beaux draps en 1940, La lettre à l'agité du bocal en 1947 et Les entretiens avec le professeur Y de 1955. Oui. Donc des sujets extrêmement variés. Oui, et on extrême. On me demandait pourquoi je ne mettais pas Féerie, par exemple. Je ne mets pas Féerie parce que s'il y a des textes polémiques épars dans l'œuvre de Céline... Partout, oui. Partout. La cohérence, il ne se bat pas tout le temps pour l'enjeu esthétique des pamphlets, c'est-à-dire pour la liberté de l'intuition poétique. Il ne se bat pas tout le temps pour ce motif-là. C'est ce motif qui fait vraiment la cohérence de cela. Et il faut dire une chose, c'est que la mauvaise réputation de Céline est vraiment venue du fait qu'il a localisé ce cheval de bataille du communisme dans le racisme, comme l'ont reconnu d'ailleurs dans un film qui est très beau mais qui n'est jamais diffusé, sur Céline, et où étaient interviewés par exemple M. Guégan et M. Sorin, qui ne sont pas, dont on ne peut pas penser qu'ils sont de droite, et qui expliquaient que la mauvaise réputation de Céline était venue de mea culpa, car effectivement, en rentrant du RSS, Céline prend son tambour et commence à raconter que en URSS, le peuple est roi, mais le roi manque de chemise. Voilà. et voilà, et donc il est immédiatement rejeté, et voilà ce qu'écrit Céline. Ah, si j'avais hurlé comme eux, comment qu'ils m'auraient trouvé beau, un lion, prophétique messager, insurpassable. Ah, qu'ils m'auraient intitulé une voix du monde. Ah, s'ils peuvent courir vraiment aussi vite que je les emmerde, comme ils vont gagner le Grand Prix. Comme ils vont gagner le Grand Prix, et ils ont gagné le Grand Prix, faut avouer. Ils ont gagné le Grand Prix, bon. Mais
Je suis très, très heureuse que vous soyez venu, que vous ayez écrit ce livre, parce que vous expliquez tant de choses de notre époque aujourd'hui, et on voit que Céline se bat avec tant de force et cette force prophétique, parce qu'encore une fois, les accusations, toutes ces accusations de racisme, d'antisémitisme, de tout ça, c'est un problème soviétique, et on est là avec le rhinocéros au milieu de la pièce, et on vit avec, et le rhinocéros grossit, et... Oui, c'est le rhinocéros soviétique, car il faut bien noter que les communistes n'ont jamais supporté, toléré qu'un Français nationaliste, aimant la France, puisse avoir des idées socialistes. Parce que tous les socialistes devaient être sous la coupe de l'Union soviétique, et je trouve que les auditeurs de Radio Courtoisie devraient tous avoir lu les 3 livres de Volton, le livre de Stéphane Kor sur la fin de l'innocence, le livre de Bukowski, le livre du Tchécoslovaque, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, le livre de Chauvy sur les Aubrac, bien qu'il ait perdu son procès. 400 000 francs, coûte 400 000 francs. Il en coûte, il faut le savoir, chers auditeurs, il en coûte 400 000 francs, ça fait donc 40 millions pour écrire, pour faire des recherches historiques. Ça coûte très cher, les recherches historiques. Compte tenu du prix de la ligne pour un chercheur, ça devient donc carrément impossible. J'ajoute le livre de Pierre de Villemarais, dernier, Les complicités soviéto-nazies, montrant d'ailleurs que Céline n'avait pas la berlue dans Bagatelle pour un massacre et dans Les Beaux Draps, quand il explique que ce sont les banques qui financent aussi bien la révolution soviétique que la révolution nazie, et quand il imite les télégrammes que reçoit Lénine des banquiers et les télégrammes qu'il envoie aux banquiers d'Amérique. Alors, j'ai envie de citer encore ce texte que vous citez vous-même, Nicole Debrie. Il accepte de signer un appel en faveur de 3 réfugiés politiques bulgares à la requête de Barbus, d'Henri Barbus, qu'il admire beaucoup. Mais il refuse de participer à un congrès antifasciste, écrivant à Lelika Nakou, qui est la compagne de Barbus, en ces termes. La différence qui me sépare de vous, c'est que moi, je n'ai aucun espoir. Je ne crois pas que le monde puisse devenir meilleur. Tout ce que vous dites, vous tous, me paraît être des bêtises. Que fait Staline en Russie, ou qu'a-t-il fait? Les crimes les plus horribles. Que s'est-il passé avec notre révolution française? D'autres crimes. Les nobles se sont enfuis pour que puisse s'instaurer le pouvoir de l'horrible bourgeois au chapeau melon, au col dur et à l'adoration de l'argent. L'horrible bourgeois au col dur. Non, le monde, la société est une jungle, et telle elle restera toujours. Voilà, ce texte qui est donc d'avant-guerre montre bien que Céline a tout compris, qu'il n'est pas dupe, qu'il n'a pas attendu des années pour comprendre quel était le régime soviétique. Il s'en est aperçu tout de suite. Depuis 1930, il écrit des lettres qui montrent qu'il sait parfaitement ce qui se trame en Union soviétique et également en Allemagne, puisque il écrit à ses amies juives, Annie Angèle et la femme de Reich, pour leur proposer son appartement à Paris si elles se sentent en danger. Et évidemment, personne ne monte en épingle ce fait-là. Non, parce que l'idéologie est caricaturale. Je voulais ajouter une chose, c'est que si Céline est lucide, il lui manque quelque chose, un petit peu en un sens, c'est l'espoir. Oui, car il est sans espoir. Si Céline, il est très pessimiste. Si Céline a eu une éducation chrétienne, il en a gardé la charité, mais pas l'espérance. Et d'ailleurs, au risque de faire sauter le MRAP, la LICRA et ces messieurs de France Culture que j'espère aux écoutes, je dirais que le racisme de Céline, c'est l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est-à-dire de celui qui est à côté de vous et qu'on peut aider. Et il le dit bien dans Les Beaux Draps, où il va voir un mec qui fait des pétitions dans tous les sens, pour un Chinois, et il lui demande d'intervenir pour sauver quelqu'un qui est à côté. Il lui dit « Ah non, 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 c'est un salaud. C'est un salaud. » Alors le type qui pétitionne pour tout le monde ne veut pas aider son prochain. Il est évident qu'il faut aider son lointain aussi, mais c'est quand même le prochain qui est le plus facile à aider.
Et Céline ne s'est pas privée de soigner tout le monde, L'origine sur son chemin. L'origine de cette désespérance étant bien sûr la guerre de 14. La guerre de 14, mais aussi et la déviation du clergé. Paul del Perugia, qui a fait un magnifique livre aux nouvelles éditions latines, et qui a été tout à fait mis sur boisseau à cause de son édition, a bien montré que le clergé du XIXe siècle, qui fait suite à la Révolution, avait augmenté la dimension de la faute aux dépens de la notion de péché. Le péché est pardonnable dans la religion chrétienne, alors que la faute, il faut faire disparaître le fautif. C'est-à-dire que, si vous voulez... Ça, c'est plus Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament, avec le Dieu Jéhovah qui est très vengeur et qui n'a pas l'intercession de la Vierge ni du Christ. Voilà. Voilà. Alors, je cite ce petit résumé de votre introduction qui est très clair. Situons le thème de cette étude, l'enjeu esthétique des polémiques céliniennes. Comme le terme d'enjeu l'indique, il s'agit d'une dispute en vue de faire triompher une valeur, ce à quoi Céline attache du prix. Céline se bat, il se bat au nom de la création, autrement dit au nom de la poésie, au sens étymologique de faire, créer. Il se bat contre une littérature absorbée par différents types d'impostures. Littérature au service de visées commerciales, standardisation, art robot, littérature au service d'une idéologie, en l'occurrence la propagande soviétique en pleine expansion, littérature postiche où l'œuvre est remplacée par des théories, ce qui revient au même que par des idéologies. Bagatelle proteste globalement contre les imposteurs et les tricheurs. Cette protestation s'accompagne d'une revendication fondamentale incessante, répétée comme une basse chiffrée, la poésie authentique. Voilà votre projet. Et pour préciser ce que c'est que cet enjeu esthétique, vous allez donner deux éclairages, celui de Claude Bernard et celui de Zola, dont vous dites que Céline est l'héritier. Oui, dans son esthétique de poète et sur l'organique en littérature. Oui. Alors, commençons par Claude Bernard. Comment ce rapprochement est tout à fait étonnant. Il coule de source quand on vous lit, mais à première vue, comment rapprocher un scientifique de cet écrivain? Les deux étaient médecins, c'est vrai. Oui, Céline se revendique tout le temps sa qualité de médecin. Je suis un médecin qui écrit. Oui. Il le dit, il le répète. Et si j'ai isolé tout de même Bagatelle pour un massacre, c'est parce que j'y ai trouvé le manifeste poétique, d'art poétique de Céline. Si vous voulez bien le lire. Oui. Oui. Là ? Absolument. Je veux bien, voyez-vous ça, de tous les genres. Aucun ne me semble inférieur, à condition que la matière soit organique et organisée, que le sang circule partout, autour et dedans à partir du cœur, respire avec les poumons, tienne debout en somme, que le truc tourne avec un point de catalyse bien vivant, le plus vivant possible, insupportable. Au centre, bien caché, bien scellé, au tréfonds de la viande, qu'on ne me trompe pas, que cela palpite, qu'on ne me vante pas tel pauvre cadavre en froufrou babillard. Tous ces tricheurs pourris, ces velléitaires genre génie, ces inorganiques me font rendre. Si l'on se met à délirer, il faut vraiment avoir la fièvre. Faut pas faire semblant. Voilà, et c'est ce qu'il reprochera d'ailleurs à Sartre, à Jean-Paul Sartre, dans son avant-dernier pamphlet, à l'agité du bocal, en lui reprochant de faire semblant et de ne pas avoir une vraie flûte et de ne pas savoir faire danser les serpents. Et il ira même plus loin dans Rigaudon en faisant allusion à la chaîne des poètes dont parle Platon. Il y a une analogie saisissante entre l'image du ténia dont Céline dit que Sartre n'est plus qu'un anneau. Vous ne le trouverez pas parce que c'est dans un chapitre loin. Oui. Sartre n'est plus qu'un anneau du ténia, oui. Et qu'au mieux, il peut finir dans un bocal, sur une étagère.
Et donc, il envoie ça à Sartre. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, alors oui, nous parlions de Claude Bernard. C'est Claude Bernard, oui. Effectivement, c'est le mot organique, organisé, organon qui est l'instrument, qui a attiré mon attention sur Claude Bernard, qui, on le sait, était un génie scientifique, qui a estimé que la fonction crée l'organe. C'est-à-dire que, et Céline, qui va jusqu'au bout, dit s'il y avait un plaisir de gauche, il y aurait un corps. Il dit même des tantes, des PD, il dit s'ils avaient vraiment du plaisir, il y aurait vraiment une littérature coquine, pédérastique. Oh, il n'y en a pas. Bon, c'est vrai qu'il y a de la porno, mais il n'y en a pas. Alors, il va très loin. Et Claude Bernard, donc, est intéressant à lire pour éclairer les pamphlets céliniens et sa recherche de l'intuition poétique, parce que il y a la notion d'organique, d'organicité et de symphonie de tout ce qui existe. Ouais. Claude Bernard est un grand poète, et d'ailleurs il ne faut pas mettre à part l'intuition poétique de l'intuition scientifique. Ouais. C'est pour ça que le premier pamphlet de Céline que j'ai noté était sa thèse de médecine. Semmelweis, oui. Semmelweis, car... Redites-nous, parce que tout le monde ne l'a pas lu, qu'est-ce que c'est que cette thèse? C'est déjà un cri de liberté. Ah bien sûr, et puis c'est un cri pour l'intuition, qu'elle soit l'intuition poétique, car au fond la science est grande poésie, tout autant que la littérature. Quel est le sujet Le sujet, c'est la découverte de Semmelweis contre le sectarisme et le mandarinat médical, du fait que il faut se laver les mains parce avant d'accoucher. Les étudiants qui faisaient accoucher les parturientes venaient de la dissection et il leur apportait tous les microbes. Alors tout le monde hurle, les mandarins veulent pas, ils accusent, même ils vont jusqu'à faire du racisme réel cette fois-ci en disant que ce sont les étudiants étrangers qui apportent le microbe. Et Semmelweis dit non, pas du tout. Et finalement, ce pauvre Semmelweis qui rencontre que des obstacles va devenir fou. Il va crever dans la misère. Et non, Céline peut-être arrange les choses. Je me souviens plus, il y a un médecin hongrois qui est venu rectifier les choses, parce qu'il faut toujours rectifier Céline. Bon, à commencer par Bardèche, n'est-ce pas? Bon, mais il va mourir justement de ce contre quoi il luttait. Ah oui. Ce contre quoi il luttait. Et on peut dire qu'on meurt toujours de ce contre quoi on lutte. Céline va mourir, Céline rentre crevée de son cachot du Danemark, et il va finalement, il écrit des beaux livres à la fin, mais il est quand même méconnaissable. C'était un athlète et il est complètement à plat et décharné. Je l'avais rencontré en 61, je l'avais pas connu auparavant, mais il y avait plus que les yeux de vivant dans Céline, c'était des yeux de ciel. Mais donc, pour en revenir à cette histoire de Semmelweis, c'est une lutte contre l'idéologie. C'est une lutte contre l'idéologie au nom de l'intuition poétique qui peut être ou médicale ou littéraire, parce que Claude Bernard le dit lui-même, n'est-ce pas, qu'il y a un facteur, il y a un coefficient personnel dans toute découverte, il y a un coefficient affectif. Et par conséquent, il commence donc par cette intuition poétique, et c'est très joli, son livre sur Semmelweis qui est dans les écrits, scientifiques de Céline, dans les cahiers Céline de Gallimard, qui heureusement a publié les cahiers, les lettres à ses amis. C'est le moment de parler des cahiers céliniens. Oui, les cahiers céliniens. Le cahier célinien qui sont en Belgique. Et, non. Non, pas les cahiers céliniens, le bulletin célinien, pardon, BC. Bon, alors on appelle le BC. J'ai promis à Marc Laudeloup de donner l'adresse. Oui. Alors prenez vos crayons, je donne l'adresse du bulletin célinien, qui est un bulletin qui rassemble toujours tout ce qui concerne Céline et dans un bon esprit.
Alors, ces bulletins Qu'est-ce que vous appelez un bon esprit, Nicole Debris? Eh bien, je fais C'est un allusion. esprit surtout très insolent. Moi, je me précipite sur ce bulletin parce Non, que non, je me non. régale. Je ris, fais allusion, je- je fais allusion au caractère de la recherche actuelle et au CNRS qui sont tous comme des taupes en train de creuser des tunnels pour trouver de quoi compromettre les gens. Et Bien il y a sûr, eu une bien quantité sûr, de oui. personnes qui ont fait, qui ont C'est le- cherché, creusé la biographie de Céline de façon à pouvoir trouver quelque chose qui le compromette avec les Allemands. Ils n'ont jamais rien trouvé. Jamais rien trouvé. Le dossier de Céline était absolument intact, sauf qu'il avait dit du mal des Juifs dans 3 pamphlets avant la guerre, en 36, non, en 37. 36, c'est mea culpa. C'est contre l'Union soviétique. Mais en 37, bagatelle pour un massacre, l'école des cadavres et les beaux draps, il y revient un peu, mais c'est pas l'essentiel de la chose. Oui. Vous écrivez, Céline a tiré de Claude Bernard différents critères esthétiques. La vie est jaillissement de sens. Une œuvre donc, pour être vivant, doit être organique, organisée selon la législation du vivant. L'objet, la chose en soi, a un sens intrinsèque et indépendant. Le point de départ de l'œuvre ne peut être que l'émotion qui, seule, ne ment pas. Mais l'œuvre doit exister, sortir du projet, s'incarner, être réalisée. C'est fou comme à plusieurs reprises, vous évoquez la vie, l'émotion et l'âme. Oui. Je Mais n'ai alors, jamais vu. il faut éviter un contresens qui est de faire de Céline, c'est ce qu'a fait Julia Kristeva et d'autres qui ont voulu faire de Céline l'apôtre de l'irrationalité, alors que Céline est simplement pour une rationalité qui tient plutôt de l'esprit de finesse de Pascal ou de l'esprit symphonique de Claude Bernard que anti-rationnel. Bien sûr. Oui. Non, mais en disant qu'il est irrationnel, on Oui. dit qu'il est fou, et comme Oui. ça, on lui règle Oui. son compte une C'est deuxième ça. fois. C'est ça. C'est ça. La manipulation est visible là aussi. J'ai perdu le fil là. Et non, vous l'avez toujours, Nicole Debris. Nous parlons de votre livre Quand la mort est en colère, l'enjeu esthétique des pamphlets céliniens. Et vous êtes, chers auditeurs, sur Radio Courtoisie. Non, alors, ça les explique aussi ouvrages. la vie du style. Parlons du style et de Claude Bernard. En quoi est-ce que Claude Bernard peut influencer le style de Céline? En quoi est-ce que C'est vous le l'expliquez très bien. le caractère symphonique, le caractère organique du vivant, que met en évidence Claude Bernard et qui oppose d'ailleurs l'organicité à la structure. Dans une structure, il y a une répétition, alors que Claude Bernard à faire vivre un organisme. Et il faut lire ce livre de Claude Bernard qui existe encore chez Vrin, qui a été réédité par Vrin. C'est les phénomènes, leçons sur les phénomènes de la vie dans les animaux, chez les animaux et les plantes. Et il y a un livre que j'ai été obligée d'aller lire à la Mazarine parce qu'il n'a pas été réédité, parce qu'il ne doit pas être politiquement correct, et qui s'appelle La science expérimentale, et qui n'est pas du tout la médecine expérimentale que tous les positivistes ont brandi en ne lisant pas le reste des œuvres de Claude Bernard, et dans lequel il dit que la matière ne crée pas, la matière est un support, et que l'organisation de la matière c'est autre chose, et qu'on est obligé de parler d'une idée directrice dans l'organisation de la matière. Voilà. Ça c'est aussi un propos très insolent. Oui, oui. La vie est jaillissement de sens, et alors l'écriture va se... Oui, c'est ça, jaillissement de sens. Va jaillir et va être incontrôlable. Et c'est cette absence de contrôle qui va séduire. Voilà ce que vous écrivez. Céline bute donc sur ceux qui veulent donner de l'extérieur un sens à leur œuvre. L'art engagé, c'est du toc, du plaqué doctrinal. Ça pourrait être un grand motif comique de l'époque, la grande déconfiture spirituelle des écrivains de la gauche, théâtre ou roman, la doctrine, la tartufferie générale, la faillite est totale. Et là, c'est vous qui parlez de nouveau, Nicole Debris.
Plus tard, il ne reconnaîtra dans Camus qu'un moraliste. Camus, la Traviata de l'humanitarisme, selon Angelo Rinaldi. Angelo Rinaldi. Idéologie politique, moralisme reste impuissant à créer une œuvre d'art. Céline bute également sur les académies, les conformismes de tout poil, les écoles. Il s'agit de ceux qui font bon marché de l'émotion. Céline n'attaque pas la culture, mais ceux qui se protègent de l'émotion par la cuirasse, dirait Reich, de l'intellectualisation. Passage savoureux sur l'école, excros d'expérience et d'émotion, ils sont partis dans la vie du pied d'imposture. Et une fois encore, Claude Bernard influence Céline. Un homme est tout à fait achevé, émotivement, c'est-à-dire vers la 12e année. Il ne fait plus ensuite que se répéter. C'est le vice, jusqu'à la mort. Sa musique est fixée une fois pour toutes dans sa viande. Et Céline vitupère contre l'enfance trop protégée, émotivement en luxation vicieuse. Ils entrent dans l'enseignement secondaire comme les petites chinoises dans des broquetins rétrécis. Ils en sortiront émotivement monstrueux, amputés, sadiques, frigides, frivoles et retors. Ils n'auront jamais rien vu, ils ne verront jamais rien. C'est tout de même cet appel à la liberté du langage, à la liberté de l'émotion et à la reconnaissance de ce droit à l'émotion est évidemment très... Le droit à l'émotion et aussi à l'intuition poétique, parce que poétique. L'émotion est un ébranlement, comme le mot l'indique. C'est un bouleversement, hein, c'est mettre en mouvement l'émotion. Et si l'artiste ou même le savant doivent être capables d'émotion, c'est-à-dire d'ébranlement, et non pas cachés derrière leur fagot, n'est-ce pas? Ils doivent ensuite pouvoir se rassembler pour faire quelque chose de ce qu'ils ont perçu grâce à leur vulnérabilité. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de Céline un apôtre de l'orgasme, de l'émotion qui casse tout. Hein. L'ébranlement de l'être est nécessaire, mais non pas suffisant. Et il écrit tout de même, qu'est-ce que l'écriture? Oui. Celle qui possède son sujet et fait jouir. Oui, bien sûr, très fort. Bien sûr. Oui, mais il dit aussi que la Sévigné, c'est le... Oui, il y a des termes. C'est le cul de velours, je sais plus, c'est le piano du cul de velours ou quelque chose comme ça, et que pour faire jouir, c'est-à-dire prendre du plaisir, prendre du plaisir, et prendre du plaisir, je trouve qu'il n'y a pas tellement de livres actuellement qui donnent du plaisir à lire. En tout cas, le vôtre en est un, Nicole Debris. J'invite beaucoup les auditeurs à se le procurer, comme d'habitude, dans les bonnes librairies. Le pamphlet le plus énorme de Céline, finalement, encore qu'il soit très, très court, c'est l'hommage à Zola. L'hommage à Zola. Alors on y vient maintenant, parce que là aussi vous m'avez beaucoup appris sur Zola. Il se trouve que j'ai professionnellement lu tout Zola et que j'ai rédigé les 4e de couverture. Et je me suis pris d'admiration pour Zola parce que j'étais dans les halles de Paris, parce que j'étais en chemin de fer, parce que j'étais dans la mine, parce que j'ai eu véritablement un grand bonheur à lire ce Zola. Et puis, patatras, je m'aperçois que Zola, c'est vraiment... il est pris par les gens de gauche, c'est l'apothéose, et que beaucoup parmi mes amis n'aiment pas Zola. Alors je m'inquiète et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, vous répondez à cette question que je me posais, et vous montrez combien la réputation de Zola a été manipulée, là aussi. Absolument manipulée. Complètement manipulée. Absolument. L'hommage à Zola est la seule conférence faite par Céline en 1933, donc c'est son second pamphlet. Et il a été lui-même très contesté, Zola, terriblement contesté par tout le monde, jusqu'à ce qu'il s'engage pour Dreyfus. Jusqu'à ce qu'on vienne le chercher. C'est la voie royale. Jusqu'à ce qu'on vienne le chercher. Et alors là, on vire de bord et ça devient le dieu. Oui. Mais avant, il est traîné dans la boue. Et il y a encore une fois une lecture idéologique de Zola. Oui, il y a une lecture idéologique. Et c'est tellement vrai que c'est bien le frère de Mitterrand qui a découpé, qui a saucissonné
les œuvres des critiques d'art, les œuvres critiques d'art de Zola, qui sont très passionnantes à lire, Oui. en petits morceaux, avec chaque fois une introduction. Et il est très difficile de trouver les œuvres complètes qui malheureusement avaient été publiées par Chou, qui a dû être ruiné, je ne sais comment, mais dont le fils avait... Quelle est cette secte qui met la main sur les gens, là? La scientologie. Oui. La scientologie avait mis la main sur le fils de Chou. Mm. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, il a bu le bouillon après avoir fait des œuvres complètes magnifiques. L'hommage à Zola est très important pour comprendre la pensée célinienne, parce qu'il renvoie dos à dos les sociétés marxistes, et 33, hein, et les sociétés fascistes bourgeoises, au nom d'une idéologie qui empêche les hommes d'élaborer leur intériorité et qui par conséquent les rend totalement manipulables. Bon, je ne veux pas lire, c'est trop long, on n'a pas le temps, il faudrait des heures pour parler des pamphlets céliniens, mais c'est bien ça qui se passe. L'idéologie empêche le bloc, qui est une espèce de grille de pensée et même de sensibilité, empêche l'individu de se structurer intérieurement, et c'est cette structuration intérieure, cette individuation qui lui permettrait de ne pas être manipulable. Mais là, il appelle ça les abrutis anaphylactiques. Hein, Céline, dans son hommage à Zola, parle de ces abrutis anaphylactiques qui vont se mettre en route pour un oui et pour un non, et dont on a d'ailleurs vu, il est prophétique comme d'habitude, dont on a vu les flots se déchaîner au Cambodge et partout où cette idéologie a remplacé l'âme des gens. Voilà. C'est un combat tout azimut. Il y a une très belle lettre de Zola sur l'âme que je vais... il y a des choses merveilleuses. Il y a des sur choses... Zola. C'est embêtant parce que Daudet le détestait. C'était politique. C'est politique. Oui, oui, c'est ça. On a le droit. Oui, à l'époque, on avait le droit de s'insulter. Oui, Moi, oui. je suis désolée parce que j'adore les insultes. Oui. Le mot... On s'en est rendu compte, Pauvre Anne. Anne est tellement modeste que l'ayant insulté... Mais si, je vous avais insulté en votre... Et elle a oublié. Je dis ça pour mettre un baume sur l'âme de Philippe Malmeras. Vous pouvez redevenir très amis après avoir insulté. Oh non, ça reviendra jamais avec Almeras. Mais le mot insulte, il y a le mot sauter dedans. Il y a le mot très sauté. Enfin, c'est un joli mot, l'insulte, déjà, en soi. Oui, cet éloge de l'insulte. Mais vous avez raison, que la loi nous empêche d'insulter. Enfin, que nous, parce que les autres, ils peuvent nous insulter. Ah oui, en face, l'insulte est permise, tolérée, elle est même valorisée au plus haut niveau de l'État. Eux ont le droit. Mais nous devons être courtois. Et c'est pour ça que nous travaillons à Radio Courtoisie. Voilà ce qu'écrit Zola, justement. Vous mettez l'homme dans le cerveau, je le mets dans tous ses organes. Vous isolez l'homme de la nature, je ne le vois pas sans la terre d'où il sort et où il rentre. L'âme que vous enfermez dans un être, je la sens épandue partout, dans l'être et hors de l'être, dans l'animal dont il est le frère, dans la plante, dans le caillou. J'ai ma psychologie, celle que j'ai voulu avoir, celle de l'âme rendue à son rôle dans le vaste monde, redevenue la vie, se manifestant par tous les actes de la matière. Et c'est fou, en effet, Nicole de Brie, ce parallèle entre Céline et Zola, c'est fou comme il s'impose. Ah, mais c'est incroyable, j'ai même été très étonnée moi-même quand j'ai lu Zola à la faveur j'avais des grandes vacances, je trouvais à la fois des expressions, à la fois des images, à la fois des idées. Hein. Alors, par exemple, Zola et Céline sont tous les deux effroyablement contre la guerre. Et voilà ce que vous... contre la guerre, contre et bien sûr, contre la souveraineté du peuple. Alors voilà, voilà Zola. Non, ça c'est Céline, pardon.
Zola souvenez-vous, la France a semé le monde de ses cimetières lointains, cimetières silencieux et déserts qui dorment lourdement dans la paix immense de la campagne. La plupart, presque tous, s'ouvrent au pied de quelques hameaux désolés dont les murs croulants sont encore pleins d'épouvante. Et puis, oui, et bien d'ailleurs, sûr, Zola a failli passer en tribunal oui, à cause de ce texte, pour incitation à la haine et au mépris du gouvernement. Et il a su se ficher le camp que grâce aux victoires de la Prusse, hein, qui ponctuent la disparition de l'Empire. Hein. Et voilà Céline, quant au peuple, je vais t'expliquer. Bonnard, dupe, lui, toujours cocu, farci de meneur, pourvu qu'on le divise par pancarte, qu'on lui refile un coup de fanfare, il ira vinasseux à tordre où l'on voudra, tout pillonner, se faire résoudre dans les rafales. Il finira, tout ce bon peuple, dans le fond des tombeaux maginaux, au son du clairon international, cette fois-ci. Voilà. Et puis alors, ah oui, j'aime beaucoup l'autre texte qui est après. C'est dans Bagatelle, oui. Dans Bagatelle. Quand ça deviendra trop compliqué, Torres s'en ira au Caucase, Blum à Washington, s'ils ne sont pas butés, chargés de missions très complexes. Toi, t'iras voir dans les Ardennes, te rendre compte un petit peu de l'imitation des oiseaux par les petites balles si furtives. Par les petites balles par les petites balles si furtives, si bien piolantes au vent, des vrais rossignols, je t'assure, qui viendront picorer ta tête. Ce qui est évidemment une image atroce de la guerre. Qui picorent la tête. De la guerre. Et on voit combien il est difficile de lire Céline parce que c'est jamais le mot qu'on attend. On ne peut pas finir les phrases de Céline, même certains mots, on ne peut pas les finir. Il faut vraiment être très attentif à ce qu'il écrit. Et puis sur la souveraineté du public, alors voilà ce que dit Zola. La théorie de la souveraineté du public est une des plus bouffonnes que je connaisse. Elle conduit droit à la condamnation de l'originalité et des qualités rares. Le spectateur pris isolément est parfois un homme intelligent, mais les spectateurs pris en masse sont un troupeau. Ce que Céline résume de façon lapidaire, l'esprit est les rassemblements. Oui, mais tout ceci nous éloigne un peu de l'esthétique. Revenons alors bien sûr au texte, au style. J'ai envie de lire ce texte du ventre de Paris de Zola. Oui. Elle arrivait aux lignes d'avant-garde, la nourriture. Non. C'est pas celui-là que vous voulez? C'est dans Céline, justement. Non, c'est dans le ventre. Ah non, pardon, oui. C'est tellement proche des images de Zola. Oui, on a l'impression que c'est le ventre, exactement. Oui. C'est pour ça que vous l'avez choisi d'ailleurs. Oui. C'est pour ça que vous l'avez choisi. Alors, il s'agit de la nourriture. Il s'agit de la nourriture. Dans Voyage, elle arrivait aux lignes d'avant-garde, la nourriture honteusement rampante et lourde. Enfin, tout le monde le connaît par cœur, je pense. Tout le monde se connaît par cœur. Alors prenons ce texte prenons ce texte parce que là on va se défouler sur le portrait du politicien, parce que ça c'est quand même un très joli texte. Donc c'est bien Zola. Prenez-moi un scrofuleux, un crétin, un cerveau mal conformé, et vous trouverez quand même dans le personnage l'étoffe d'un homme politique. J'en connais dont je ne voudrais pas pour domestique. Quand on a échoué en tout et partout, quand on a été avocat médiocre, journaliste médiocre, homme médiocre des pieds à la tête, la politique vous prend et fait de vous un ministre aussi bon qu'un autre. Ça, c'est quand même un texte très joli. Oui. Bien sûr, il y a de bons hommes politiques, limitons la caricature. Mais, et puis alors, la critique anti-bourgeoise qu'on trouve, bien sûr. Mais alors, comment expliquez-vous la manipulation? On a vu, parce que Zola faisait des portraits extraordinaires par exemple, de la vie d'un grand magasin, il serait censé faire l'éloge du grand commerce ou au contraire la critique du grand commerce, mais pas du tout. Il décrit. C'est là où je dis que les socialistes se sont emparés, ont abusé un abus de confiance de Zola. C'est que par exemple dans le Bonheur des dames, je crois que c'est Lanoux en fait une apologie du grand commerce, alors que Zola montre bien la perversité du commerce, car lui, c'est le commerce qui achète les clientes, c'est pas les clientes qui achètent de la marchandise, mais la marchandise achète les clientes. Et d'autre part, la fin est quand même extraordinairement éclairante, parce que le Mouret, qui est le grand patron du bazar, finit par épouser
la petite, enfin c'est assez, c'est assez fleur bleue. Oui, c'est très la petite mais c'est jeune tout est femme, fleur la bleue. petite jeune fille. Le docteur et Pascal, c'est donc magnifique. il parle de l'ordre de la vie. Mm. C'est-à-dire que l'ordre de la vie vient supplanter l'ordre du commerce, Oui. là. Et on ne peut pas dire tout de même que... enfin, c'est quand même le dénouement du roman. Bien sûr. Il est évident que Zola était fasciné. Il y avait une volonté de puissance chez Zola qu'il n'y a pas dans Céline, car Céline est médecin, alors que Zola est un écrivain et qu'il est aussi journaliste. Oui. Et qu'il a des ambitions, il a Ah des oui, ambitions. il voulait être Ouais, oui. préfet, il voulait être préfet, il a Ouais. des ambitions politiques. Ah oui. Donc il y a quand même des vecteurs qui sont... Mais le vecteur commun, c'est l'organicité, comme par exemple, il y a quelque chose que j'adore dans Le ventre de Paris, après avoir fait une page de description magnifique d'ailleurs sur les poissons, aux Halles, Zola parle de la poissonnière qu'il présente comme une déesse marine, Oui, oui. et il dit « Elle portait une vague odeur de marais, et sur une de ses mains, près du petit doigt, il y avait une écaille de hareng qui mettait là une mouche de nacre. Oui. Et Ouais. je trouve ça, mais c'est tellement joli. Eh oui, C'est tellement absolument. joli. Absolument. Et- Mais vous et- aimez Et vous- c'est l'harmonique. Vous Justement, aimez. Ouais. la marchande de poissons est harmonique à sa marchandise. Ouais. Et il y aura tout, c'est tout le temps comme ça. Mais vous aimez admirer. C'est pas parce qu'on aime Céline qu'on aime les insultes. Vous aimez admirer, et vous. Et votre livre est un chant à la Ouais. création littéraire. Céline dit Vous- l'enthousiasme, le Dieu en nous. C'est joli. L'enthousiasme, Très joli. c'est dans Féerie, Ouais. pour une autre fois. C'est L'enthousiasme, très joli. Alors, le- rapprochons-nous de l'idée qu'ils ont tous deux de l'œuvre d'art. Zola dit une œuvre d'art est un coin de création vu à travers un tempérament. voilà. Et aussi, nous faisons du style et de l'art avec notre chair et notre âme. Voilà. Je vous dis, le mot âme Et- revient sans oui. arrêt dans votre... Âme et vie. dans et, votre... ce que Zola présente, enfin, désigne par le mot tempérament, Céline le désigne par le mot musique. Ouais. Mais ils sont tous les deux symphoniques, puisque c'est dans Une page d'amour, on avait reproché à Zola de faire des descriptions. Et Zola indique qu'il ne décrit pas par souci du pittoresque, mais parce qu'il a cette impression d'un Paris grandiose comme un géant. Un géant, ça revient souvent, cette notion de géant. Dans Le ventre de Paris aussi, il y a ce géant qui dort. Et donc, les deux poètes, car Zola est un grand poète, c'est un très très Bien grand sûr, poète, il faut le relire avec des yeux neufs, en oubliant la fin, si vous voulez, un petit peu son côté journalistique, en oubliant, et je dis d'ailleurs dans mon livre qu'on peut très bien être desservi par son succès, Bien sûr. que Bien sûr, on oui. peut aussi bien par son succès que par son échec, car Zola, qui était quand même arriviste, puis il est italien, il a la maestria, il est ondoyant, le voilà qui se trouve placé chez Hachette au début de sa carrière. Ouais, Et Vallès le lui dit, Ouais. ne lui envoie pas dire. ouais. Vallès, Oui. qui voit clair. qui voit clair, clair, il oui, se oui. trouve placé, et il peut faire éditer les gens comme c'est lui qui sert d'intermédiaire. Bien sûr. C'est ça. ouais. C'est lui qui fait éditer. Ouais. Alors, Bien sûr. on vient Écoutez encore ce que vous citez de Zola. Ce que je demande à l'artiste, ce n'est pas de me donner de tendres visions ou des cauchemars effroyables. C'est de se livrer lui-même cœur et chair. C'est d'affirmer hautement un esprit puissant et particulier, une nature qui saisisse largement la nature et la plante tout debout devant nous, telle qu'il la voit. Oui. Et puis sur ces mots, ça c'est Céline, j'aurais voulu qu'on retrouve dans les mots le chant de l'âme. Ça c'est Oui. une fantastique et définition. Justement, là, je voulais dire que finalement, le grand succès de Céline, c'est d'avoir réussi à faire coïncider la musique des mots
avec une musique interne, ce qu'il appelle le chant de l'âme, Oui. et de combiner, pas de faire coïncider, de combiner les deux, et que souvent les gens confondent. Ils désignent l'art de Céline par la musique. Et l'abbé Brémond, qui savait bien de quoi il parlait dans Poésie et Vérité, dit que c'est une solution de facilité. Et que la musique, si vous voulez, c'est la métrique des poètes qui permet d'endormir un peu l'esprit critique de la personne et de le rendre, d'ouvrir le chemin à la musique interne. Et à mon avis, Céline a réussi à conjuguer les deux. J'ai juste cité cette dernière phrase. C'est là, peut-on dire, la véritable victoire de Céline contre l'idéologie, victoire de la poésie sur l'idéologie. Ça inspire la mort, c'est même la seule chose qui inspire, je la sais quand elle est là, juste derrière, quand la mort est en colère. Et comme je suis un peu marchande de cravate quand même, je voulais dire que mon livre en vente est en vente chez Duquesne. Chez Duquesne, à la librairie. Et à la librairie Touzeau, qui a fait un gros effort. Qui est 38 rue Saint-Sulpice. Très bien, 38 rue Saint-Sulpice. Toutes ces informations seront sur le Minitel. Code libre journal 3615, code libre journal de francs 22 la minute. Et redisons l'adresse du bulletin célinien en Belgique. C'est donc BP boîte postale 70 B 1000 Bruxelles 1000 22 Belgique. Et encore une fois, chers auditeurs, quand vous lirez ce livre, eh bien vous aurez un grand souffle de liberté qui vous passera dans la tête et dans le cœur. Et je crois que c'est un livre qui explique bien beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Et pourquoi nous battons pour une littérature sans idéologie. Est-ce que je peux dire une phrase? Une fois le cœur consacré au don de soi-même, écrit Céline dans Les Beaux Draps. La vie ne peut plus grand-chose sur votre belle heureuse humeur. C'est un genre de lampe d'Aladin qui trouve toujours de nouvelles joies en lieux les plus sombres. Ça s'arrange toujours plus ou moins. On ne foudroie pas un artiste. Très bien, merci Nicole, c'est une très belle conclusion. Et à bientôt, il faut que vous reveniez. À bientôt et au revoir chers auditeurs.